Bonjour et bienvenue dans notre 304e briefing sur l'actualité en Russie, et cet éclairage sur l'actualité en Russie. Et comme toujours, on a nos deux experts qui vont nous éclairer justement sur cette actualité qui est toujours mouvante. Voilà, donc nous sommes jeudi, ça va être le grand briefing avec tout ce qui est et également l'intérieur, donc politique et économie en Russie. Donc sans plus attendre, nous allons tourner vers Arnaud. On va lui demander que s'est-il passé depuis la semaine dernière? Il y a été des nouvelles politiques saillantes? Est-ce qu'il y a des chiffres économiques inquiétants ou au contraire plutôt optimistes? Que s'est-il passé? Merci, Président. Bonjour à tous. Dans le domaine économique, des chiffres qui tombent, ce qui est assez classique. Nous sommes pratiquement fin janvier et donc on commence à avoir des chiffres définitifs ou presque pour l'ensemble de l'année 2025. On a également des prévisions de croissance. Celle du FMI, en l'occurrence, pour 2026. Le FMI revoit à la baisse sa prévision à 0,8 contre 1% précédemment. Je rappelle que le gouvernement russe, pour sa part, table toujours sur 1,3% de croissance cette année. Parmi les autres chiffres significatifs qui sont tombés, celui du déficit budgétaire pour 2025. Le ministère des Finances fait état de 5 600 milliards de roubles, ça fait au taux actuel environ 62 milliards d'euros, et cela représente 2,6% du PIB. C'est plus que prévu. Je rappelle que début 2025, l'hypothèse initiale était de 0,5, ça avait été revu à 1,7 et le chiffre définitif s'établit à 2,6. Cela s'explique par la conjonction de deux facteurs assez logiques, la baisse des recettes par rapport à ce qui était prévu et la hausse des dépenses. Alors, ce que l'on surveille, ce que tout le monde surveille, le gouvernement bien sûr comme le lait sur le feu, mais également les Occidentaux, les Américains, les Ukrainiens bien sûr, c'est ce qui se passe autour des recettes pétrogazières. On a observé sans surprise un affaissement significatif, on en avait parlé en décembre, à la suite des sanctions contre Lukoil et Rosneft décidées par Donald Trump. Et en fait, il y a un triple phénomène. Il y a un tassement des en tout cas jusqu'à ces derniers jours, un tassement des cours mondiaux, un rabais sur le pétrole russe en hausse. Pourquoi? Parce que il y a des stratégies alternatives qui se mettent en place, des stratégies de contournement, et tout ça prend du temps et coûte de l'argent. Ce n'est pas inédit, hein. Je rappelle que fin 2022, à la suite de l'interdiction européenne d'importation des hydrocarbures, les rabais étaient là aussi de 25, parfois 30 sur un baril. Les prix étaient différents cependant. Et à l'époque, après je dirais un mois, environ un mois et demi, les rabais avaient atteint des niveaux plus, je dirais, raisonnables et assez stables, autour de 12 à 13 dollars par rapport, de rabais par rapport au cours du Brent. Donc on verra, on va voir si cette fois-ci encore ou pas, eh bien ces rabais se réduisent une fois que des stratégies sont mises en place. Aujourd'hui, le budget russe, donc très clairement, souffre de ces sanctions, de ce contre-coup. Il souffre aussi, bien sûr, s'agissant des recettes pétrogazières, du rouble qui reste extrêmement ferme. Il était à 90 pour 1 euro, 77 pour 1 dollar. Et très clairement, ça ne fait pas les affaires du budget russe, ça ne fait pas l'affaire des exportateurs. En revanche, c'est plutôt appréciable pour ce qui est de la lutte contre l'inflation importée en tout cas, et pour les importations en général. Donc, dossier à suivre. Je rappelle cependant que les recettes pétrogazières, si elles restent importantes, autour du quart du volet recettes du budget fédéral, sont très loin des niveaux de 2017-2018. Donc, c'est le dossier très clairement à suivre pour les semaines qui viennent. Autre chiffre qui est tombé, enfin celui-ci, il tombe toutes les semaines, donc c'est un peu plus facile. C'est celui de l'inflation. J'avais rapporté la semaine dernière qu'elle était repartie à la hausse, notamment en raison
du relèvement du taux de TVA de 20 à 22%. Eh bien aujourd'hui, en tout cas en fin de semaine dernière plus précisément, l'inflation s'établissait à 6,44% contre 6,27 la semaine d'avant. Donc on voit plus d'0,2 en une semaine en rythme annuel. Toujours dans le domaine économique, quelques éléments d'ambiance, quelques petites notes. Avec pour le coup une bonne nouvelle, en tout cas pour les principaux concernés, Sber et Monsieur Greff, la principale banque du pays, qui a annoncé des bénéfices records, 1700 milliards d'euros, ça fait pratiquement 20 milliards d'euros. Et par ailleurs, Sber, de façon très intéressante, et là aussi c'est à suivre, investit dans le domaine des puces électroniques, en rachetant certains actifs de la société Systiem de Monsieur Evtushenkov, qui était très présente dans le secteur. Donc Sber a les moyens et investit dans des domaines qu'il juge prometteurs. À la baisse, et c'est quand même ce qu'on voit le plus en Russie, il y a le marché des smartphones, moins 20% l'an dernier. En baisse également, et c'est intéressant, les concessions automobiles chinoises, moins 7%, mais il faut relativiser, elles continuent de représenter pratiquement les deux tiers des concessions à l'échelle du pays, ce qui reflète à peu près les parts de marché. Les automobiles chinoises dominent depuis le départ des Européens et des marques sud-coréennes. Quelques mots de politique intérieure avec les premières rumeurs qui apparaissent sur la composition de la liste du parti Russie Unie aux législatives de septembre. Je rappelle que ce scrutin se déroulera selon un nouveau mode de scrutin mixte. Pour moitié, les sièges seront pourvus au scrutin national à la proportionnelle et pour moitié dans des circonscriptions. Et les rumeurs qui circulent concernent la liste fédérale. Et il se dit que Dmitri Medvedev, qui je rappelle dirige le parti, serait numéro un et que M. Lavrov serait numéro 2. Alors c'est intéressant parce que Medvedev, encore une fois, est-qualité, c'est logique. En même temps, il n'était pas très populaire ces dernières années, mais son changement de rhétorique l'a peut-être replacé au centre du jeu, en tout cas au centre du jeu des élites à Moscou. Il est, voilà, finalement, il est assez centriste euh, au vu des réalités politiques actuelles. En tout cas, ça paraît crédible. Et pourquoi Monsieur Lavrov en deux? Je rappelle qu'il figurait déjà sur la liste de Russie unie lors des législatives de 2021. C'est une personnalité populaire. On s'en rend compte quand on discute avec des Russes qui ne sont pas forcément impliqués dans les affaires internationales, mais ils représentent quelque chose pour des citoyens russes tinistes, mais qui ne s'intéressent pas forcément aux questions diplomatiques. Et apparemment, le Kremlin considère que voir M. Lavrov en numéro 2 ou même en numéro 3 sur la liste de Russie unie peut constituer un avantage. Et ça ne veut pas dire qu'il siégera à la Douma. La dernière fois, en 2021, il avait immédiatement démissionné de son mandat pour rester à la tête de la diplomatie russe. Donc on verra cette fois-ci si c'est le cas ou pas, mais voilà, je vous fais part de ces premières rumeurs. Sinon, que voit-on? Monsieur Naoumov, l'ancien maire de la ville de Vladimir, cher au cœur de notre ami Igor, qui a été placé en détention, plutôt condamné à 8 années de détention pour corruption, une affaire de pot de vin liée à ce qu'on appelle la mafia des pompes funèbres. Enfin, c'est un grand classique en Russie et notamment en province. Roskomnadzor, la très redoutée agence de régulation des télécoms, fait savoir qu'elle n'envisage pas de nouvelles restrictions à l'égard de Telegram. On verra si ça se confirme ou pas. Par ailleurs, une nouvelle assez symbolique qui permet là aussi de mesurer les évolutions et le chemin parcouru. TV2, qui est une agence de presse régionale de la ville de Tomsk, a été placée sur la liste des agents étrangers. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est TV2 qui était à l'initiative du régiment immortel dans sa première configuration. C'était une initiative qui venait de Sibérie, de cette
agence de presse, et ça venait d'en bas. Ça a été depuis largement récupéré par le haut, mais il est assez significatif que les gens qui ont proposé et qui ont lancé cette action vraiment populaire à l'échelle du pays soient aujourd'hui qualifiés d'agents étrangers. Enfin, quelques mots de Dmitri Medvedev, j'y reviens, décidément, il est incontournable aujourd'hui. Il a déclaré il y a quelques jours que 422 000 personnes s'étaient engagées par le biais de contrats avec le ministère de la Défense en 2025. Donc c'est autant, voire même légèrement plus qu'en 2024. Si l'on en croit ces chiffres, le recrutement ne se tarit pas. Ça fait plus de 30 000 soldats nouveaux par mois pour le ministère de la Défense. Et deux brèves toujours liées à la thématique militaire. 472 personnes ont été élevées à la dignité de héros de la Russie au titre de leurs actions en Ukraine. Et par ailleurs, la Douma d'État a adopté en première lecture un texte de loi qui interdit l'extradition de citoyens étrangers ayant combattu dans les rangs de l'armée russe. Voilà. Ah, des nouvelles intéressantes. Alors, j'allais dire, n'hésitez pas à poser des questions, mais on a déjà quelques questions. Alors, notamment, TV2, à quel titre ils sont, est-ce qu'ils reçoivent des fonds étrangers ou quel est le... Il y a des motifs Alors, j'ai normalement pas quand lu même. les attendus. Ils sont pas toujours d'ailleurs expliqués immédiatement. Euh, mais l'obtention de fonds de l'étranger n'est plus obligatoire. Enfin, il y a une masse d'exemples. Ça peut être des critiques de l'armée russe, ça peut être... enfin, la palette des raisons est extrêmement large, ce qui conduit d'ailleurs certains observateurs, y compris proches du Kremlin. On a un cas la semaine dernière d'un collègue, Monsieur Kourila, un américaniste connu, très largement respecté, qui a été placé sur la liste des agents étrangers et ce qui a fait réagir de très nombreux collègues qui ne sont pas franchement réputés pour être des dissidents. Donc les critères sont de plus en plus flous en réalité. Et la vérité, c'est que ça ne veut plus dire grand-chose. Souvent, c'est les humeurs de, d'un ministre. Hein. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, au mois de mai dernier, d'un démographe bien connu qui, semble-t-il, alors, a eu le tort de critiquer certaines mesures du ministère de la Santé sur la démographie, sur la natalité. Donc, il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être une déclaration, ça peut être voilà. Mais l'obtention de fonds de l'étranger, très clairement, n'est plus un critère On se pour rapproche ça. de plus en plus de l'ennemi du peuple, en fait, pour son acception. Oui, enfin, c'est un peu le retour des lettres de cachet, comme d'ailleurs, il faut bien le dire, hein, on l'a vu du côté de l'Union européenne avec des sanctions contre des personnes dont on pense qu'on veut. Hein. Mais il y a une forme d'arbitraire. Voilà. Alors, en Russie, c'est effectivement, ça s'inscrit dans une lignée un peu plus ancienne et malheureusement traditionnelle. Ça choque moins. En Europe, c'est plus nouveau, plus circonscrit, Dieu merci pour l'instant, mais la logique reste la même. C'est la logique des lettres de cachet. On désigne des gens sans les juger et on les place sur des listes de sanctions. Medvedev et Lavrov, alors qu'on nous redemande, tu as déjà répondu en partie à la question, s'ils quitteraient leur fonction actuelle, euh, je dirais ça avec une deuxième question. Est-ce que Medvedev, c'est un peu un candidat par défaut pour mener la liste, peut-être pour éviter que des gens se mettent trop en avant, trop tôt? Est-ce qu'il y a des calculs électoraux, notamment dans une perspective plus large de succession éventuelle? Alors, il est très probable que Medvedev y pense en se rasant. Et puis, il faut quand même rappeler qu'il a occupé le poste. Hein. Ça, c'est quelque chose qui le distingue fondamentalement de tous les autres prétendants possibles, qui ne se déclarent pas, évidemment, pour les raisons que vous devinez. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est que Medvedev, finalement, n'est pas sorti du jeu. Euh, beaucoup de gens, y compris moi d'ailleurs, hein, je le dis, en 2016-2017, lorsqu'il était Premier ministre, il était très absent, très passif.
Il était très déprimé, semble-t-il. Bon, là, on voit qu'il reprend du poil de la bête, qu'il s'investit à nouveau dans l'activité de Russie unie. Euh, et voilà, et s'il se confirme qu'il est tête de liste, ça veut dire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il va retourner au Kremlin en 2030 ou plus tard, mais en tout cas, il n'est pas hors jeu. Et ça, c'est un facteur intéressant en soi. Et pour répondre à votre question, ni Medvedev ni Lavrov, a priori, n'ont vocation à siéger à la Douma, sauf s'ils le décident. Mais ça n'implique pas la démission de leur fonction actuelle. En tout cas, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé jusqu'à présent, et sans doute qu'ils voient les choses. Je pense que Medvedev n'a pas envie de venir à la Douma, sauf peut-être si on lui proposait la présidence de la Douma. Ça, c'est à voir. Ça pourrait être acceptable. Lavrov, ça paraît très douteux. On parlait plutôt pour lui d'un poste de sénateur le moment venu, hein. Euh, mais il semblerait que le moment ne soit pas encore venu. Alors, il y a deux questions en fait, sur les hydrocarbures. Alors, la première, c'est bon, visiblement, la part dans le budget a beaucoup baissé. Ça a été remplacé par quoi? Et la deuxième question, c'est, ça, je ne sais pas si on peut répondre à ça, mais combien l'oral coûte à produire, à exporter? En fait, la vraie question, c'est quelle est la marge et à partir de quel moment le prix du marché ne couvre plus les frais de production? Ça, je suis incapable de le dire. Et d'abord parce qu'il y a des régions de production différentes, hein. Le coût de production à Samara ou à Tiumень ou en Sibérie occidentale, orientale n'est pas le même. Bon, il est clair qu'en dessous de 40, ça devient un peu problématique. Il y a une autre grande inconnue, hein, c'est qui contrôle et où va l'argent ben, comment dire, de l'assurance, des tankers. Il est tout à fait possible que une partie du rabais revienne en réalité dans des poches russes. Pas forcément les poches des compagnies pétrolières, mais et pas dans le budget, hein. Mais il est possible que une partie des surcoûts liés à l'assurance, au fret, reviennent à des acteurs russes. Donc c'est très opaque, très difficile à calculer, mais il est clair qu'en dessous de 40, 35, pour l'ensemble des producteurs russes, sont des eaux euh, un peu dangereuses, en tout cas, qui sont à la limite de la rentabilité. Mais ça dépend encore une fois du cours du rouble. Si le rouble était à 100, 110, ça passerait, même à 40. Mais la conjonction euh, de- d'un baril d'Urals négocié à un peu moins de 40, plus un rouble fort, ça fait peu de roubles à l'arrivée pour le budget et pour les compagnies pétrolières. Est-ce Sur la partie, qu'est-ce qui a remplacé les recettes pétrolières dans le budget? Alors, les recettes non pétrolières, donc d'abord la principale recette, c'est la TVA, hein, en Russie comme en France. Et la TVA a augmenté de 2 points. On a vu également, alors c'est beaucoup plus marginal, hein, ça n'a rien à voir, mais que par exemple l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui a augmenté et qui a été changé dans son mode de fonctionnement avec l'introduction de différents barèmes, eh bien il a rapporté 2 fois plus l'année dernière que l'année d'avant. Donc voilà, mais le principal impôt, c'est la TVA. La principale rentrée, c'est la TVA. Et Non, si tu c'est relatif. Pardon? Oui, Président, si tu permets, pour peut-être compléter ce qu'a dit Arnaud sur le coût de production, et pour les raisons qu'a évoqué Arnaud, en gros, il oscille entre les gisements, etc. C'est entre 20 et 25 dollars par baril. En tout cas, c'est en dessous de 30. Ça peut aller un peu au-dessus de 25. À titre de comparaison, les Saoudiens produisent à moins de 20 dollars le baril. Ils ont un coût de production beaucoup plus réduit. Et donc, sur les rentrées pétro-gazières dans la part du budget fédéral, l'an dernier, on attend les statistiques consolidées, mais on estime que c'est en gros 24%. Ça représenterait 24% l'an dernier, donc ça confirme une tendance à la baisse qu'on observe depuis quand même la fin des années 2010. Merci de ces précisions. Oui, ça donne un peu une idée de ça, parce que justement, on nous redit depuis des années que le pétrole est de plus en plus difficile et coûteux à aller chercher et extraire. Donc, effectivement, la question de la rentabilité va se poser avec le temps.
bien sûr. Ouais. Ouais. Oui, et surtout dans la région arctique, donc on parle beaucoup par ailleurs, les projets de Rosneft en Sibérie orientale, enfin le projet Oil Vostok par exemple, projet pharaonique, évidemment les lancer sous sanction et les lancer avec des perspectives de vente à 40 le baril, c'est pas très réaliste. Bah, surtout, Alors, ils ont gelé beaucoup de projets de prospection et d'investissement dans le long terme pour découvrir de nouveaux champs, en fait. Donc là, ils puisent dans ceux qui sont connus et étudiés depuis l'époque soviétique ou même encore après et qui sont gigantesques. Mais il y a des investissements qui devraient être réalisés pour aller en chercher d'autres, détecter d'autres, pour prendre le relais de ceux qui vont immanquablement se tarir. Et ça, pour l'instant, on voit pas venir pour des raisons de manque d'investissement. et du reste, traditionnellement, c'est du ressort de l'État ou des compagnies pétrolières, ces recherches, Ah bah c'est les compagnies qui vont investir là-dedans plupart du temps, ça, enfin, très clairement. y compris en Russie. Ouais. D'accord. Alors, peut-être dernière question sur le thème économique, parce qu'on avait beaucoup parlé la semaine dernière. Et cette question, pourquoi personne n'a-t-il acheté Domodédovo? Parce que le prix de départ est de l'avis général, y compris de M. Deripaska d'ailleurs, qui s'est exprimé sur le sujet, est trop élevé. Bon. Et puis le transport aérien en Russie, en ce moment, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. En tout cas, la nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, et Vnukovo et Domodédovo ont annoncé qu'ils participeraient au prochain tour de table, prochain tour d'enchère. On verra si le prix de départ est maintenu ou revu à la baisse. Ce qu'il faut bien voir aussi, encore une fois, c'est que derrière tout ça, il y a des luttes d'influence entre oligarques, deux, trois clans qui sont traditionnellement puissants dans le domaine des transports. Il est possible qu'il n'y ait pas eu d'aval politique, de feu vert pour l'instant en faveur de l'acheteur qui souhaitait se porter acquéreur. Donc il y a sans doute plusieurs raisons, plus ou moins publiques et avouables. Et c'est l'aéroport Sheremetyevo qui s'est porté candidat, mais je crois pas plus tard que tout à l'heure, qui a déposé officiellement sa candidature pour participer à la vente aux enchères qui aura lieu sur Domodédovo, sachant qu'ils ont l'idée de baisser le prix de mise aux enchères de départ a été acceptée. Je crois que maintenant on parle d'un prix de 132 milliards de roubles pour la mise en vente de l'aéroport, ce qui correspond à un rabais de 10% par rapport au prix qui était manifestement envisagé au départ et que tout le monde, en tout cas, l'aéroport de Sheremetyevo s'était exprimé sur l'ancien prix en expliquant que c'était trop cher et qu'ils étaient d'accord de participer si jamais la mise aux enchères commençait plus bas. Visiblement, c'est ce qui va se passer. Chez Amityville qui est contrôlé par les Rothenberg, pour ne pas les citer. Des gens proches du pouvoir. Euh, Pardon? Ah, ouais, bien sûr. Bien, eh bien merci pour toutes ces nouvelles économiques et politiques russes. On va se tourner maintenant vers Igor pour prendre l'air de l'international. Alors, il y a eu beaucoup de choses à Davos. Visiblement, Monsieur Trump, à la fois a tourné Kazakh, mais est très satisfait du résultat, a tout obtenu sans rien obtenir. Enfin bon, le psychodrame groenlandais semblant être un peu passé. On va peut-être se retourner vers les vraies affaires. Donc, est-ce qu'il y a eu des avancées ou des reculs, des choses comme ça, du point de vue de ce qui nous préoccupe plus, c'est-à-dire l'affaire russo-ukrainienne? Oui, président, ben, je vais effectivement commencer par Davos, l'aire de la montagne suisse, Davos qui rassemblait le gratin de ce qu'on appelle en Russie les globalistes, puisque c'est une grille d'analyse qui est très populaire en Russie au sein des gens qui étudient, qui analysent les relations internationales, et donc ben, c'est ce qui rassemble les globalistes qui sont tant décriés dans le discours dominant en Russie. Kirill Dmitriev, qui se rendait d'ailleurs à Davos sur le chemin qui l'a mené vers le forum, s'est fendu d'un tweet dans lequel il a posté une image générée par intelligence artificielle qui critiquait, moquait justement les globalistes et ce qui était qualifié de la fin de leur monde. Et donc, il se rendait à Davos pour, bah, comme je l'avais indiqué lundi, rencontrer les équipes de négociation, de négociateurs américains, puisque Donald Trump y était. Effectivement, il a fait un discours qui
pas retenu tellement l'attention. Il s'en est pris aux Européens, il expliquait que l'Europe n'était pas reconnaissante, pas assez reconnaissante à l'égard des États-Unis, qu'elle devait beaucoup aux États-Unis, que les Américains n'avaient jamais rien obtenu en retour de tout ce à quoi ils ont consenti pour les Européens. Bon, donc des choses qu'on connaît bien en réalité. Taper sur l'Europe de la part de Trump, c'est pas très très original. Il a parlé évidemment du Groenland. Ce qui était plus intéressant, peut-être, c'était, ou à peine plus intéressant, c'est la conférence de presse qu'il a donnée juste avant de prendre l'avion, enfin le premier avion à Davos. Mais le discours qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est celui du Premier ministre canadien, M. Carney, qui était à peu près inconnu, je pense, par la plupart des observateurs, enfin en tout cas du grand public, on va dire, avant ce discours. On se souvenait un peu plus de Justin Trudeau, d'ailleurs pas forcément pour des bonnes raisons, mais c'est Mark Carney qui a vraiment scotché l'attention par son discours, un discours très, j'allais dire, réaliste, direct, dans lequel il dépeint justement la fin de ce monde qu'il appelle le monde de l'état des règles, de l'état de droit, que tout le monde chérissait. Et finalement, il explique qu'il y avait une espèce de... Tout le monde y croyait, avait dans un discours un peu auto-performatif, et que finalement, à partir du moment où on se met à moins y croire, et que surtout le principal intéressé, les États-Unis, n'y croient plus, eh bien c'est le retour de la loi du plus fort, le retour des grandes puissances, des puissances moyennes. Il qualifie le Canada de puissance moyenne finalement de la fin de l'agenda international et notamment de la diplomatie articulée autour de la promotion des valeurs. Et donc le retour finalement aux intérêts, j'allais dire, entre guillemets, plus classiques, au sens historique du terme. Et donc un discours qui était assez intéressant, je vous invite à lire si vous avez le temps de le faire. Mais ce qui nous intéresse, c'est évidemment le processus de négociation. Et donc, lors de ce forum de Davos, effectivement, M. Dmitriev a rencontré M. Witkoff et Kouchner. M. Witkoff s'est exprimé peu après, donc c'était le 20 janvier, pour dire qu'il qualifiait de très positifs les entretiens qu'il avait eus avec M. Dmitriev. Je rappelle qu'avant Davos, il y a eu des négociations entre Ukrainiens et Américains aux États-Unis, à Miami, une nouvelle fois, avec les négociateurs donc américains Kouchner et Witkoff habituels, mais également M. Driscoll, dont on a déjà parlé, qui est le chef de l'armée de terre aux États-Unis, qui est réputé très proche de Vance et très hostile à l'Ukraine, a priori, et également un représentant du Conseil de sécurité de la Maison-Blanche. Et côté ukrainien, là aussi, des habituels, M. Oumerov, le nouveau patron de l'administration présidentielle, M. Boudanov, dont j'ai déjà parlé, et on voit le retour de M. Arachamia, David Arachamia, qu'on avait vu disparaître en réalité pratiquement de ce processus de négociation depuis le premier tour de négociation de 2022, puisque c'est lui qui a emmené les négociateurs ukrainiens à l'époque à Istanbul. Monsieur Arachamia, donc, qui est le patron du parti présidentiel à la Rada, on doit certainement son retour au retrait, pour pas dire à la disparition de Monsieur Yermak, puisque les deux sont connus pour avoir des relations parfaitement exécrables. Et Monsieur Arachamia, qui est un ami de 30 ans de Monsieur Zelensky, donc là aussi un très proche du président ukrainien, dont on dit manifestement qu'il aurait un passeport américain, ce qui concerne Monsieur Arachamia, mais bon, ça évidemment, ce sont des rumeurs. Alors, il y a eu ces négociations qui, manifestement, donc le 18 janvier, n'ont abouti sur pas grand-chose. En tout cas, c'est la lecture et les commentaires qu'on peut lire dans la presse bien informée. Donc, des négociations à Miami qui n'aboutissent pas. Les rencontres donc avec Monsieur Mitriev à Davos qui semblent être productives, d'après Monsieur Witkoff. Et aujourd'hui, des discussions entre Ukrainiens et Américains à Davos, là, nouveau tour de discussion, sachant que M. Witkoff doit prendre l'avion et aller en Russie pour rencontrer avec M. Kouchner, le président russe, manifestement dans la soirée, heure de Moscou. On parle d'une rencontre qui pourrait débuter autour de 20 heures, heure de Moscou, donc certainement un peu plus tard. Et dans la foulée de cette rencontre, une fois que celle-ci sera terminée, les deux négociateurs américains doivent se rendre dans le Golfe, aux Émirats arabes unis, pour rencontrer des équipes de négociateurs russes, ukrainiens, et donc eux américains, pour poursuivre sur les discussions. Alors, sur l'agenda des discussions entre Vladimir Poutine et les négociateurs américains, on sait peu de choses. On sait qu'il y a un point, évidemment, outre les discussions elles-mêmes, qui va dominer l'agenda, c'est la question du Conseil de sécurité
du Conseil de paix, excusez-moi, de Gaza, sur lequel je vais revenir. Mais un commentaire de M. Witkoff a aussi retenu mon intérêt, puisqu'il a expliqué hier à Davos que d'après lui, 90% de l'accord de paix était ficelé, hein, selon ses termes, et qu'il y avait vraiment une question, un point sur lequel les efforts de négociation étaient focalisés pour parvenir tout simplement à aboutir à un accord. Donc on verra si jamais c'est de la communication, si jamais c'est vrai que les choses avancent. Mais donc l'autre point, c'est effectivement ce Conseil pour la paix de Gaza, puisqu'on en parle beaucoup d'une manière générale, mais la Russie est concernée. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine a reçu une invitation à y participer de la part des États-Unis, comme près d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement dans le monde, qu'il a fait des déclarations à ce sujet hier à l'occasion d'un Conseil de sécurité de la Fédération. Il s'est exprimé pour dire que la Russie envisageait de payer le milliard qui est demandé par Trump pour être membre de ce conseil, milliards qui seraient prélevés sur les actifs russes gelés sous juridiction américaine. Et dans la continuité de cette idée, il s'est déclaré ou redit prêt à ce que cet argent, une partie de cet argent gelé sous juridiction américaine, soit utilisé pour le chantier de la reconstruction dans les zones qui ont été affectées par les combats en Ukraine. Donc là, en fait, c'est une déclaration qui avait déjà été faite par le passé, qui avait pu être formulée. Là, c'était réexprimé une nouvelle fois. Et peu de temps avant que notre briefing débute, eh bien, le président de l'autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas, a été reçu au Kremlin. Il est reçu en ce moment même au Kremlin par Vladimir Poutine, donc pour discuter notamment de cette initiative sur le Conseil de paix pour Gaza. Alors, parmi les chefs d'État et de gouvernement qui ont été sollicités, qui ont déjà accepté d'y participer, on peut relever pour on va dire l'espace post-soviétique, M. Loukachenko, qui a déjà fait le nécessaire pour que son pays participe à ce conseil, et M. Tokayev du Kazakhstan également, qui a été invité et qui manifestement a donné le feu vert à la participation du Kazakhstan à ce conseil pour la paix à Gaza. Donc on va voir comment là aussi comment la Russie va y participer, va y prendre part, mais il y a des discussions en ce moment avec Mahmoud Abbas, donc au Kremlin. Puis une dernière nouvelle qui emmène un petit peu de l'autre côté de la planète, du côté du Japon, puisqu'on a appris cette semaine dans la presse russe, notamment un article bien informé de Viedomosti, que la première ministre japonaise Takaichi avait discrètement envoyé un messager à Moscou fin 2025, en décembre 2025, plus précisément le 26 décembre 2025. Donc un parlementaire du parti au pouvoir, hein, qui a été envoyé donc en mission discrète avec l'aval du Premier ministre, évidemment, et le ministre des Affaires étrangères japonais, déjà pour se rendre en Russie, et deuxièmement pour apporter un message à Vladimir Poutine. Et depuis, la presse japonaise a donné quelques éléments sur cette mission diplomatique discrète, puisqu'on apprend qu'il y avait principalement deux idées qui ont été apportées à Vladimir Poutine. C'est que, un, le Japon continuait de considérer la relation avec la Russie comme très importante, et que d'autre part, Tokyo considère qu'un cessez-le-feu en Ukraine est imminent, et qu'à ce titre-là, donc, les relations russo-japonaises pourraient repartir sur un certain tempo, mais pourraient en tout cas entrer dans une nouvelle phase une fois que le cessez-le-feu sera vraiment conclu. Donc à Moscou, le parlementaire japonais s'est entretenu avec M. Kosachev, notamment Konstantin Kosachev, qui est le vice-président du Conseil de la Fédération du Sénat russe, et avec deux vice-ministres des Affaires étrangères, M. Rudenko et M. Galouzine, qui a notamment été ambassadeur de Russie au Japon. Les autorités russes n'ont pas commenté ces rencontres-là. M. Kosachev a simplement dit qu'il ne commentait pas les rencontres qui n'avaient pas vocation à être rendues publiques. Ça revient à dire qu'il y a bien une rencontre, simplement on va pas la commenter. Mais dans la presse japonaise, une fois de plus, c'est désormais une information qui est parfaitement publique et était assumée par les autorités, ce qui est important puisqu'il y avait déjà eu des manœuvres côté japonais pour essayer de rouvrir les canaux avec les Russes, avec l'envoi notamment de personnes plus ou moins liées au monde des affaires, et ce qui a été ensuite critiqué dans la presse japonaise. En tout cas, il y avait un peu des cafouillages sur est-ce qu'ils agissaient de leur, comment dirais-je, de leur propre gré, ou est-ce qu'ils étaient envoyés, ou est-ce que c'était une initiative isolée. Bon, là, en revanche, dans la presse japonaise, il apparaît clairement que ce parlementaire était envoyé vraiment en mission par les autorités japonaises. Voilà, Président, je m'arrête là pour le topo sur la politique étrangère.
Une dernière minute, une brève qui vient de tomber. Je n'ai pas les détails, mais je le signale. On verra si ça prend de l'ampleur ou pas. La France aurait arraisonné un tanker russe en Méditerranée. Non. Ça nous fera de la matière pour le prochain briefing, en tout cas. On a une question, Igor. Est-ce qu'il faut penser qu'on aura bientôt une levée des sanctions japonaises ou c'est simplement qu'ils aimeraient, mais, mais que de toute façon, il faudra attendre qu'il y ait réellement un cessez-le-feu, bien sûr. Oui, voilà, là c'est prématuré, mais tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, en réalité, rien n'est envisageable de ce côté-là. En revanche, dès lors qu'il y a un cessez-le-feu et un cessez-le-feu qui fonctionne, tant bien que mal, ce qui est sûr, c'est que les Japonais auront moins de mal à lever les sanctions, réactiver les relations qu'ils souhaitent avec les Russes que les Européens, par exemple. Et je pense qu'ils vont beaucoup plus regarder du côté des États-Unis et s'aligner du côté de ce qui se décide à Washington, plus certainement que du côté de ce qui se décide à Bruxelles. Merci beaucoup à tous les deux pour cette qualité d'information remarquable. Merci à nos auditeurs pour leurs nombreuses questions et on avait particulièrement beaucoup de monde en ligne aujourd'hui, ça fait très plaisir. Donc merci, continuez à nous écouter, y compris d'ailleurs en différé sur nos canaux YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à les transmettre à vos amis et connaissances. C'est toujours bien que l'information objective circule. Voilà, merci encore à tout le monde et puis passez un bon week-end. Et comme toujours, la CCI France-Russie, je tiens à vos côtés. À bientôt. Tenez bon.